10 octobre 1957. Une petite fille naît aux alentours de Niigata, une ville moyennement peuplée au Japon, chef-lieu de la préfecture de Niigata. Et nul ne doute que ce jeune enfant qui vient de naître deviendra certainement l'une des plus grandes mangaka de l'histoire du Japon. Et bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Japanimpedia, troisième vidéo. Et aujourd'hui, on parle donc de Rumiko Takahashi. Alors, Takahashi, on peut le dire dès maintenant, c'est l'un des plus grands monuments de l'histoire du manga japonais. Elle a écrit beaucoup de choses, et là où c'est intéressant, c'est que c'est pas forcément beaucoup de choses dans le sens où elle a écrit beaucoup d'œuvres. Elle en a écrit pas mal, elle a écrit plusieurs dizaines, mais c'est pas celle qui en a écrit le plus, c'est surtout celle qui a expérimenté le plus. Elle écrira assez peu d'œuvres en fait dans chaque genre. C'est même arrivé plusieurs fois que Takahashi n'écrive qu'une seule œuvre dans un genre particulier. Et c'est bien pour ça qu'elle est connue, c'est dans sa capacité non seulement d'avoir un coup de crayon magnifique, mais également dans sa capacité à créer des histoires très différentes les unes des autres. Aujourd'hui, on va donc parler de son histoire et également évidemment de son héritage. On ne va pas s'intéresser en détail précisément sur chacune de ses œuvres, parce qu'il y en a beaucoup de très intéressantes à analyser, et peut-être qu'on pourrait faire ça sur les vidéos de semaine 2, donc les vidéos sur les séries d'animation, parce qu'évidemment toutes les œuvres de Takahashi ont eu une série d'animation, certaines très très longues, d'autres beaucoup plus courtes, certaines sont des formats d'OAV, d'autres des films d'animation, d'autres les trois en même temps. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'adaptations et il est certain que, quelle que soit votre génération, vous avez certainement entendu parler d'au moins une de ces œuvres, si ce n'est les avoir vues ou lues. Alors comme je disais, Takahashi, elle est née en 57, le 10 octobre, et donc elle a fêté hier, du coup, son 67e anniversaire, et aujourd'hui, elle est évidemment toujours en activité. Alors, on sait peu de choses sur sa jeunesse. Finalement, je dirais que c'est assez normal de ne pas connaître sa vie en détail. Quelques petites anecdotes ont été sorties dans ces interviews qu'elle a pu donner. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est pas forcément très pertinent. Et puis, je vous invite à aller lire directement les œuvres qu'elle a pu écrire directement pour partager les anecdotes de sa vie. Mais c'est beaucoup lié à son travail. Des mangas ou des one-shots où elle se livre elle-même et elle se dessine elle-même sous forme de personnages de manga dans ces mangas pour pouvoir raconter des anecdotes de sa vie quotidienne, mais plutôt du coup de sa vie de mangaka, pas pour se plaindre des conditions de travail, mais juste pour apporter un regard un peu humoristique, comique sur certaines des situations qu'elle aurait pu vivre dans son vécu. C'est une sorte de partage, plus que de plainte, parce que certains font ce genre de choses pour dire l'industrie elle pèse lourd. Je pense que Rumiko Takahashi connaît le milieu et sait que ça doit être compliqué aussi, parce que je pense qu'elle a dû recevoir ces pressions-là aussi de faire tout aligné, donc c'est-à-dire faire des sorties hebdomadaires, il faut écrire le chapitre, machin, c'est très strict, et ça dure depuis longtemps, c'est comme ça quasiment depuis toujours dans l'animation et le manga japonais, c'est très strict sur les timings, et il faut aller très vite, et donc il y a une pression sur les auteurs qui est considérable, surtout si le manga ou l'animé rapporte gros au studio d'animation, aux producteurs, aux distributeurs. C'est des fois vraiment des grosses pressions parce qu'il y a des enjeux financiers évidemment importants derrière. Ce que les auteurs, je ne sais pas si c'est le cas de Takahashi, mais ne cherchent pas forcément à faire, donc c'est-à-dire ils ne veulent pas devenir méga riches, ils ont juste envie de partager leur passion et la façon, comme disons, de raconter leurs histoires. Donc c'est juste un partage avec la communauté qui s'en transforme en un jeu d'argent évidemment assez inconséquent. Je pense que voilà, les conséquences négatives sont assez facilement observables, notamment sur les dernières années dans l'animation japonaise. Alors qu'elle est encore à Niigata, quand elle est au lycée, et c'est les premières anecdotes que j'ai envie de relever, c'est qu'elle dessinait beaucoup, effectivement, dans son lycée, et on ne le dit pas, mais a priori, un peu absente de ses études, on ne sait pas trop, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a déjà commencé à dessiner au lycée, donc à l'âge de 16 ans, elle avait déjà commencé à faire ses premiers croquis, c'était pas des histoires encore à proprement parler, un peu comme tous les futurs grands talents mangaka qui commencent dès le lycée à commencer à créer des petits trucs, qui n'ont pas de structure, qui sont un peu bordéliques pour l'instant, mais on commence déjà à voir émerger le talent, et
elle s'inspire notamment beaucoup de Ryoichi Ikegami. Alors Ryoichi Ikegami, c'est un grand mangaka qui a écrit beaucoup d'œuvres entre les années 70 à aujourd'hui, et dans les années 70, au moment où Madame Takahashi est au lycée, il commence à peine sa carrière, avec notamment des œuvres comme Spider-Man, ouais, comme le Spider-Man que vous connaissez, en 70-71, ou Aiue Boy entre 73 et 77. Il a écrit aussi Crying Freeman, Strain, Heat, et également Lord et Trillion Game, qui est le plus récent qu'il a écrit. Donc c'est un mangaka qui est assez réputé dans le milieu, et donc c'est de ce style-là que Madame Takahashi va commencer à s'inspirer lorsqu'elle est au lycée. Après ses études de lycée à Niigata, elle part direction la capitale, comme énormément de Japonais et Japonaises qui s'en vont dans les rues de Tokyo pour aller faire les études supérieures universitaires. C'est très souvent le cas au Japon. Et elle va du coup avoir la chance de pouvoir intégrer un groupe de jeunes talents manga qui est tenu à l'université de Tokyo par le fameux Kazuo Koike. Alors Kazuo Koike, donc c'est je dirais un mentor, un éditeur important, des fois un scénariste aussi de manga, qui prend sous son aile des très jeunes talents qui sont donc à l'université et qui ont de 18-19 ans, comme ça, qui commencent à peine, qui balbutient, un petit peu dans la scénarisation, etc., dans les choses qui font qu'un manga est un manga, mais qui ont quand même un talent de dessin qui est très impressionnant, qui permet d'avoir un gros potentiel, une créativité débordante, et évidemment Rumiko Takahashi, si vous avez lu certaines de ses œuvres, vous voyez bien que son imagination, elle est bien débordante, et qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter, souvent, et du coup, évidemment que Monsieur Koike l'a tout de suite repéré, et il a tout de suite accepté en fait qu'elle intègre ce groupe-là donc de manga à l'université de Tokyo. On a eu des mecs comme Yuichi Horii, Tetsuo Hara, Akio Tanaka et Keisuke Itayobi, pour en citer quelques-uns qui ont été sous les ailes de Koike. Donc là, je vous ai fait passer évidemment un certain nombre de mangas qui ont été écrits par ces hommes-là, à plus tard. Et c'est impressionnant de voir à quel point Koike a eu une influence considérable, non seulement sur Takahashi bien sûr, mais sur tous les autres élèves qui sont passés par là, notamment Koike, ce qui disait beaucoup à Takahashi, et Takahashi va le relever plus tard, va le redire plus tard, c'était l'importance des personnages. À lire, prendre au cœur tous les personnages, de les développer, de les rendre intéressants, de les faire évoluer. Vous me direz que c'est la base, mais bon, il y a certains mangaka qui le font moins, ou pas du tout même, et donc Takahashi, ça va beaucoup l'influencer, de par le fait qu'elle rentre à l'université vraiment quand elle a 18 ans, en 75, et c'est directement à cette première année qu'elle va commencer à rentrer dans ce groupe de manga, et également, et c'est ça qui est fou, c'est qu'elle va directement aussi créer ses premières œuvres à partir de 75, alors qu'elle a que 18 ans. Alors ses premières œuvres, ce sont ce qu'on appellerait des doshinji, donc des œuvres de création amateurs qui n'ont pas de structure encore à proprement parler, dans le sens où il n'y a pas des grands éditeurs qui vont passer derrière toi et que tu postes ça un peu dans les journaux à l'époque. Aujourd'hui, ça se fait sur Internet, mais c'était pas dans les magazines officiels comme le Weekly Shonen Jump, où là c'est plutôt les mangaka professionnels qui publient là-dedans. Donc on a déjà, dès ses premiers instants, des débuts qui sont assez prometteurs de la part de Takahashi, à travers des œuvres qui sont encore pas structurées, mais qui annoncent vraiment un brillant avenir. C'est donc en 1978 que Rumiko Takahashi va devenir mangaka professionnelle. À l'âge du coup de 21 ans, elle va commencer à écrire son premier manga pro avec The Selfish Alliance. Alors The Selfish Alliance, c'est un manga qui est assez court. Si vous voyez un peu le truc venir, vous vous rendez compte assez facilement qu'en réalité, ce manga va grandement déterminer son premier succès, en fait, qui va intervenir dès la même année, et avec du coup un manga qui va parler d'extraterrestres dans une comédie un petit peu romantique et un petit peu what the fuck, un style qui va complètement correspondre à sa premier grand succès qu'elle commence dès 78, donc dès sa première année professionnelle, avec Urusei Yatsura. Et Urusei Yatsura, aujourd'hui, c'est un monument. Et je veux envie de dire, c'est quand même très, très, très rare qu'un mangaka commence sa carrière, sur sa première année pro, te sorte un manga qui soit aussi connu encore aujourd'hui.
En témoigne ce qu'il y a eu il y a 2 ans avec Urusei Yatsura, la nouvelle version de l'anime qui est sortie en 2022. Et puis, à savoir que c'était pas la deuxième, hein, et probablement que ce sera pas la dernière. C'est-à-dire que tu as eu une première adaptation animée au milieu des années 80, donc entre 80, première année, moitié 80, donc 80-84 je crois. Et ensuite, il y en a eu d'autres dans les années 90 et les années 2000. Donc c'était pas la seconde Urusei Yatsura 2022, c'est juste la plus récente. Donc on voit bien que c'est un univers qui a du poids, vu qu'il y a eu, je crois, 5 ou 6 versions, enfin 5 et 6 studios, ou 6 studios d'animation, pardon, qui ont travaillé dessus d'une façon ou d'une autre, sur des projets plus ou moins conséquents. Je ne vais pas revenir dans le détail de tout ce qui a été fait, mais on voit bien que c'est un univers qui a du poids. Et le faire en tant que jeune mangaka pro qui commence tout juste à être professionnel dans le milieu, c'est assez remarquable quand même. Ce qui montre, d'une part évidemment le talent de Madame Takahashi, qui je pense n'est plus approuvé aujourd'hui, mais plus également sa capacité à raconter des histoires. Évidemment l'influence qu'elle a reçue de ses mentors, comme Koike par exemple, lui a permis de développer un style qui lui est propre, son trait de crayon, on va dire, et également sa façon de voir les personnages, de développer ses histoires et de raconter beaucoup de choses. Et c'est ça qui est assez fort dans la personnalité, je pense, de Takahashi, c'est que c'est une personne qui est très créative et qui a, je pense, la tête qui pense tout le temps. De telle manière qu'elle s'est jamais sentie limitée d'écrire à peu près dans tous les domaines. Alors, elle n'a pas écrit dans tous les domaines non plus, c'est pas une Osamu Tezuka non plus qui lui a écrit dans pas loin de 40 genres différents, et lui même encore mieux que ça, il a inventé des genres, donc genre de se dire que les trucs comme Madoka Magica et ou Sailor Moon sont de la même origine, enfin sont à l'origine du même auteur que des œuvres comme One Piece par exemple. Oui, Sailor Moon et One Piece d'une certaine manière reviennent des œuvres de Tezuka, alors pas la même œuvre de Tezuka. On est plus sur la nouvelle île au trésor de 46 pour One Piece, et on est plus sur un côté de Princesse Saphir dans les années 50 pour Sailor Moon et compagnie. Mais voir qu'un homme a réussi à créer autant de genres différents, alors que le mec est mort en 89 à l'âge de, je crois, 64 ans, c'était juste... il était pas humain ce mec. D'ailleurs, on le surnommait le dieu du manga. Takahashi, elle, on la surnomme la reine du manga. C'est un peu plus mesuré, mais ça reste quand même assez glorifiant sur une personne qui n'a pas tant que ça inventé des genres, quoi qu'on verra que peut-être que si, en fait, elle en aurait inventé un, ça on le dira à la fin de la vidéo, mais elle a plutôt repris des choses, mais d'une façon personnelle. Et c'est ça qui est important. C'est tous ces concepts de shonen, de comédie, etc., toutes ces choses-là, ça existe. Takahashi n'a pas inventé le Urusei Yatsura, n'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais ça reste un anime et un manga qui sont très connus parce qu'ils ont fonctionné d'un coup grâce à son originalité, sa créativité et sa façon de travailler les personnages. Un anime qui vise beaucoup plus sur le second degré, la comédie absolument débile tout le temps, et Takahashi a très bien réussi à le faire. Mais ce qu'elle a très bien réussi à le faire aussi, c'est des animés qui sont complètement contraires à ça. En témoigne le second succès qu'elle va avoir en 1980, après 2 années où c'était compliqué pour elle de gérer les productions hebdomadaires que la professionnalisation du manga impose, et que vu que Urusei Yatsura fonctionne bien, on lui demande de faire une sortie toutes les semaines, des chapitres, mais elle n'y arrive pas. Et donc, ça va lui mettre 2 ans pour qu'elle arrive à se remettre dans ce bain-là, et à l'âge de 23 ans, elle va commencer à vraiment avoir de l'habitude et à commencer à produire de façon régulière. Et à ce moment-là, on aurait pu se dire, ouais, elle va se calmer, elle a réussi à maîtriser son Urusei Yatsura, elle va dire, ok, je fais que du Urusei Yatsura, machin, hein, et je m'arrête là. Enfin, je m'arrête là, je ferai une autre œuvre après. Mais non, pas du tout, elle en commence une autre en parallèle qui s'appelle Maison Ikoku. Alors, Maison Ikoku, c'est peut-être un nom qui vous dit rien, mais en fait, son nom français va forcément vous dire quelque chose si vous avez connu le Club Dorothée, c'est Juliette Je t'aime. Alors, Juliette Je t'aime, hein, c'est l'un des monuments du Club Dorothée qui a donc existé, je dirais, entre le milieu des années 70 et la fin des années 80. Et c'est vrai que là, on est sur quelque chose qui est non seulement très différent du Urusei Yatsura, on est beaucoup plus sur un drame, sur quelque chose de pas très rigolo quand même, avec de la romance aussi, mais travaillée d'une façon totalement différente de la romance de Urusei Yatsura, qui est plus travaillée dans le ridicule, ou voire dans un concept un peu harémique. On reviendra pourquoi à la fin de la vidéo.
C'est peut-être le genre que Takahashi a inventé, d'ailleurs, le RAN, bizarrement. Et donc, voilà, Maison Ikoku, c'est devenu un des piliers de l'animation japonaise en France, avec plein d'autres, hein, évidemment, comme Albator, par exemple, qui n'a rien à voir, évidemment, ou les Chevaliers du Zodiac, ou Dragon Ball aussi, qui est évidemment très important, mais évidemment, ce qui est fort dans ce que Takahashi propose, c'est des histoires qui sont très différentes les unes des autres, dans des genres très différents, et qu'elle arrive à jongler entre Urusei Yatsura et Maison Ikoku de façon assez simple, en fait. D'ailleurs, le fait qu'elle ait été étudiante à Tokyo, seule dans un appartement, lui a permis et lui a donné une expérience, une petite expérience sur l'écriture de Maison Ikoku, soit sur l'étude et l'isolement dans des maisons loin de ses parents. On n'est pas tout à fait sur l'appartement de Tokyo, hein, dans Maison Ikoku, on va pas se mentir, mais on est un peu dans l'idée. Son troisième gros succès, je dirais, ça viendra et commencera à lui en 1984. Et il s'appelle Mermaid Forest. Et là encore, dans son troisième énorme succès, Rumiko Takahashi va encore une fois inventer, elle va partir sur une histoire qui est dans un genre très différent. Et là, on est carrément sur un thriller et sur un manga d'horreur qui ne dissimule absolument pas la violence. Et c'est vrai que si vous avez vu peut-être Juliette, je t'aime au Club Dorothée, ou éventuellement Urusei Yatsura, quelle que soit sa version, c'est vrai que vous vous dites que Takahashi, elle n'est pas dans le genre à mettre la grosse violence gore, etc. dans ses mangas. Et bah si, en fait, et c'est Mermaid Forest qui est là-dedans. Alors Mermaid Forest, c'est le début du manga, mais en réalité, il y a plusieurs autres sous-parties à Mermaid. On parle de la saga des Mermaids, mais c'est vrai que tu mets tu prends Rumiko Takahashi et tu mets à côté Urusei Yatsura et Mermaid Forest. Si on ne dit pas que c'est Rumiko Takahashi qui a écrit les deux, on se dit ce serait pas évident à savoir. Et c'est bien pour ça qu'elle est, encore une fois, très populaire, hein, Takahashi. C'est de son côté, de sa créativité et sa capacité d'écrire des histoires qui sont très différentes. Ensuite, en 87, elle va revenir sur quelque chose d'un peu plus classique en entamant un quatrième manga qui est lui encore son quatrième succès. Là, je prends que ses grands succès, hein, il y en a d'autres, hein, évidemment, qu'elle a créés. Et en 87, elle commence un certain Ranma 1,5. Et Ranma 1,5, bah, là c'est un peu d'actualité, vu que sur cette saison automne 2024, dans l'animation japonaise, on a la nouvelle version de Ranma 1,5 qui est sortie sur Netflix, et qui commence du coup, qui a commencé tout juste la semaine dernière sa diffusion. Et donc, ça montre encore une fois l'impact de Takahashi, parce qu'en 2024, alors que le manga lui a commencé en 87 et s'est achevé en 96, après quand même 38 volumes, et ben en 2024, soit presque 30 ans après la fin du manga, on refait une nouvelle version. Alors qu'effectivement, il y a eu une version animée qui a commencé en 89 et qui s'est achevée, je crois, en 92. Et je trouve ça en fait assez fort et ça montre réellement la popularité de Takahashi, où on adapte encore ses œuvres d'une nouvelle façon, 2, 3, 4 fois, des fois, sur évidemment, et c'est assez logique, sur ses plus gros succès que sont Ranma 1,5. Alors Ranma 1,5, on est plus proche de Urusei Yatsura que les autres, dans l'esprit de la comédie romantique aussi, où la romance, là encore une fois, est traitée d'une façon un petit peu différente d'Urusei Yatsura, où Urusei Yatsura, je le rappelle, on est vraiment sur un côté presque arémique, alors que dans Ranma 1,5, c'est plus un amour qui se construit entre deux personnages qui n'a pas réellement de sens et qui semble impossible au début. En fait, on utilise le comique de situation en permanence chez Takahashi pour permettre aux deux personnages de se rapprocher, en utilisant des scènes qui sont des fois un petit peu... on comprend pas vraiment la logique de comment ça arrive, mais bon, ça devient drôle en fait à cause de ces comiques de situation, de ces personnages qui se tombent dessus, etc., qui se croisent de façon pas très habillée dans certains couloirs de la maison. Et effectivement, c'est fait exprès. Du coup, on serait en droit de se dire, est-ce que Takahashi utilise un petit peu de fanservice dans ses œuvres? Ouais, peut-être. Déjà, dès qu'on voit Urusei Yatsura et qu'on voit l'habillement du personnage féminin principal qui l'a mu, et bah, on se dit, bah oui, la mu, elle est en maillot de bain léopard pendant tout l'animé. Et le manga. Donc, est-ce que c'est du fanservice? Est-ce que ça n'en est pas? C'est une véritable question, et Takahashi semble l'utiliser avec grande maîtrise, c'est-à-dire qu'elle ne l'utilise pas d'une façon perverse ou je sais pas quoi, mais elle l'utilise pour son comique de situation, ce qui rend ses mangas finalement assez drôles. Et contrairement à d'autres animés ou mangas qui pourraient mettre du fanservice, où là, c'est pas très marrant, mais c'est plus
assez gênants en réalité. Comme par exemple, pour donner un exemple, de Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai, pour si vous préférez, on est exactement sur ce concept-là, du fanservice qui sert normalement au comique, mais en fait c'est pas drôle et tu es juste mal à l'aise en fait. Et le cinquième gros succès que j'ai envie de relever, et là on va s'arrêter sur l'énumération de ces succès après celui-là, bien qu'il y en ait encore d'autres, hein. Rinne par exemple en 2009, ou également Mao, qui est son manga qui est en cours, qui a commencé en 2019 et qui a déjà 21 tomes, donc elle est encore assez productive, 21 tomes depuis les 5 ans où c'est actif, c'est plutôt pas mal. Et donc le dernier succès dont j'ai envie de parler, c'est Inuyasha. Inuyasha qui a été écrit, commencé en 96, et qui s'est achevé en 2008 après 56 volumes. Ce qui fait de Inuyasha le manga le plus long de Rumiko Takahashi. Et là où c'est encore incroyable, c'est que c'est encore une fois un animé et un manga qui sont très différents de ce qu'elle a pu travailler. Alors là encore, il y a un peu de romance, mais on est beaucoup plus sur un shonen. Et même plus qu'un shonen, parce que Seiyatsu est un shonen par exemple, mais c'est un neketsu. Un neketsu, c'est-à-dire comme One Piece, comme Fairy Tail, comme Naruto, comme Dragon Ball, comme Hunter x Hunter, enfin vous avez l'idée. Hunter x Hunter, pardon, j'ai dit le X. Oh là, erreur. Bon. Du coup, on est vraiment sur ce concept-là, et je dirais même plus que ça, on est sur un manga qui est le seul Neketsu que Takahashi a écrit, ou en tout cas le seul qui a eu beaucoup de succès, et ça, c'est devenu, je dirais, l'un des 15, ouais, dans les 15 Neketsu les plus emblématiques de l'histoire de l'animation japonaise. Alors, pas aux côtés des trois grands que sont One Piece, Naruto et Dragon Ball, ça c'est quand même un niveau en dessous, hein, Inuyasha, ça c'est sûr, mais Inuyasha, je pense qu'on peut le considérer à hauteur de Hunter x Hunter, à hauteur de par exemple Fairy Tail, mais peut-être mieux, à hauteur d'autres trucs comme Bleach par exemple aussi, ou encore plein d'autres comme des mangas un peu plus anciens, comme Yu Yu Hakusho aussi. Enfin, j'en passe et des meilleurs, il y en a encore plein, mais on voit bien que Inuyasha, c'est un neketsu qui a quand même bien marché dans son propre style, et qui est écrit par une femme. Parce que les neketsu écrits par des femmes, il y en a très peu, si ce n'est quasiment aucun. Et Inuyasha est presque un extraterrestre, et Takahashi, en fait, on se demande en fait comment elle a réussi, dans ce milieu-là, à percer, dans ce genre-là, avec certes des aspects romantiques, mais qui sont beaucoup plus légers que dans ses autres mangas, une maîtrise du monde fantastique qui marche bien chez Takahashi aussi, et, enfin, tout fonctionne. Et Inuyasha, c'est un anime qui est plutôt marrant avec son personnage principal, qui arrive bien à nous faire rire, dans son côté presque tsundere, et un terme qu'on emploie plutôt sur les personnages féminins un petit peu agressifs, on a exactement la même chose sur le personnage masculin de Inuyasha. Donc, Rumiko Takahashi, en gros, elle a quasi tout fait. Alors, pas tout, hein, elle n'est pas allée dans des genres ultra, genre hentai ou je sais pas quoi, ça, heureusement, j'ai envie de dire, mais elle a fait des drames, des comédies romantiques, des slice of life, des neketsu, enfin un neketsu, et même un thriller. Et donc, on se dit, mais elle est trop forte en fait. Elle arrive à créer non seulement un genre et un coup de crayon qu'elle arrive à représenter dans tous ses mangas, alors que il n'y a quasiment aucun genre qu'elle a travaillé au moins 3-4 fois. Et si on prend que ses succès, ces gros succès que j'ai nommés, ces mangas les plus populaires, ils ont tous une histoire et une façon de travailler qui est assez différente en termes de style, de genre. C'est des mangas qui sont assez différents. Et donc, son talent intrinsèque en tant qu'auteur et scénariste, plus cette variété-là, ont permis à Rumiko Takahashi de se hisser parmi les plus grands mangakas de l'histoire. Et Rumiko Takahashi, pour la petite anecdote, est estimée étant la deuxième plus grosse fortune du monde du manga japonais, derrière un certain Eiichiro Oda, le créateur de One Piece. C'est pas mal. Donc c'est l'une des personnalités les plus importantes, et pour d'autres anecdotes, elle a gagné le prestigieux prix Shogakukan 2 fois, avec Urusei Yatsura en 81 et Inuyasha en 2001, donc qui récompense des shonen, on le rappelle, enfin dans la catégorie shonen elle a gagné. Donc voilà, c'est une femme qui n'écrit assez peu finalement dans le style shoujo. Alors, c'est pas rare les femmes qui écrivent dans le shonen, mais vous savez que c'est plutôt l'inverse qui est vrai, c'est les mecs qui écrivent dans le shoujo. Je dirais que les femmes, en fait, dans le shoujo, il n'y a que des femmes, après, quasiment, alors que du côté inverse, les femmes s'exportent assez bien dans le shonen, beaucoup plus que les hommes du côté du shoujo.
Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, Rumiko Takahashi, en plus d'avoir reçu ces 2 prix, elle a reçu le Grand Prix d'Angoulême en 2019 et a été aussi nommée chevalier de l'Ordre des Lettres et des Arts et des Lettres par du coup la République française en 2023. Alors honnêtement, c'est stylé, mais en vrai, on s'en fout. Parce que comment te dire que Takahashi, elle est pas trop française, quoi. Moi, je comprends pas. En fait, personnellement, je comprends pas à quoi ça sert de faire un titre honorifique au titre de la République française pour pour une citoyenne qui n'est pas française, qui ne l'a jamais été. Et voilà, quoi, c'est japonaise, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Bon, c'est stylé, mais ça sert pas à grand chose hein, dans les faits. Mais le fait d'avoir donné ce titre montre quand même le côté de l'importance qu'elle a eue en France, l'influence qu'elle a eue en France, notamment, comme j'ai dit, avec Juliette Je t'aime, mais également avec Yatsura, et surtout avec Ranma Army, qui a eu un carton phénoménal en France dans les années 90. Notamment son manga, évidemment. L'anime, lui, a beaucoup moins bien marché. Même chose pour Urusei Yatsura, l'anime a assez peu marché hein, en France, alors que le manga, lui, a bien fonctionné. Alors que l'anime est pas mauvais, hein. Moi j'ai rien contre l'anime d'Urusei Yatsura et Ranma Army, hein. Ils sont pas nuls, mais ça on aura l'occasion peut-être d'y revenir dans des vidéos qui leur sont consacrées. Pour revenir à ce que Takahashi aurait peut-être inventé comme genre, c'est ce que je disais, le harem. Alors, je mets entre parenthèses. Est-ce le côté inventer le harem? Parce que je pense qu'il n'y a pas de volonté de sa part. Ce que je veux dire, c'est que de par son succès et sa réputation qu'il y a eu derrière, il est obligatoire en fait que ces choses qu'elle a pu créer dans ses mangas soient reprises par des gens derrière elle. Vu qu'elle a un succès, c'est normal qu'on s'inspire d'elle derrière, vu qu'elle a marché, elle a fonctionné, et elle continue à fonctionner aujourd'hui. Le truc, c'est que le harem, qui veut du coup que tu as beaucoup de personnages féminins qui s'intéressent tout le temps à un seul personnage masculin, bah en réalité, ça n'existait pas dans les années 70 et avant. Il n'y a aucune trace de manga harem, ou en tout cas, j'en ai jamais vu, jamais entendu parler avant les années 70. Et Urusei Yatsura va être le premier à mettre en place une espèce de magnétisme du personnage masculin sur des personnages féminins. Le truc, c'est quand je dis espèce de magnétisme, c'est qu'on est presque sur un délire, un fantasme du personnage masculin, à savoir Ataru Morobochi, qui est donc le personnage principal de Urusei Yatsura, mais qu'on n'est pas sur quelque chose de premier degré. Genre en mode, l'auteur est très sérieuse, sur le côté toutes les filles aiment ce garçon, machin, et ça devient presque de l'érotisation massive, avec beaucoup de fanservice, malgré le fait que Lamu est en maillot de bain léopard tout le temps, on n'est pas dans le rapprochement entre le fait qu'elle soit en maillot de bain léopard et le côté harémique. On n'est pas dans cette volonté-là. Enfin, Rumiko Takahashi, en tout cas, ne le dit pas clairement. Et il n'y a rien qui indique dans Urusei Yatsura qu'on est sur un harem direct. Et en témoigne le fait que le harem, le style va pas vraiment émerger pendant les années 80, donc à la suite directe d'Urusei Yatsura, et qu'il va falloir attendre pas moins de 10 ans pour avoir le vrai premier grand harem qui va s'inspirer en partie d'Urusei Yatsura, et cet animé s'appelle Techimuyo. Techimuyo en 92, qui est un animé en création originale dont le manga commencera du coup après, en 94. Et Techimuyo, à contrario d'Urusei Yatsura, c'est que c'est un harem qui est beaucoup plus direct, qui est vraiment premier degré, dans le sens où là, on a vraiment les filles qui veulent le mec, quoi. Toutes. Alors qu'en Urusei Yatsura, faut pas prendre ça premier degré, hein, c'est vraiment du second, même troisième ou quatrième degré, si vous voulez, et on n'est pas du tout dans la même optique. Pourtant, Urusei Yatsura va garder cette trace harémique derrière elle, dans l'influence qu'elle va avoir, et Tenchimuyo, lui, de son côté, va plutôt avoir une influence sur le harem frontal. De telle manière que dans le harem aujourd'hui, tu as encore du harem frontal donc issu de Tenchimuyo et du harem beaucoup plus léger, second degré, d'Urusei Yatsura. Par exemple, pour citer les deux, on pourrait parler par exemple de Quintessential Quintuplets, qui est un peu entre les deux, je dirais, mais sur les trucs beaucoup plus frontales, on a sur quelque chose comme High School DxD, qui là veut clairement afficher ça, et on voit le côté de surdose de fanservice, c'est souvent un bon indicateur pour savoir si l'animé
est frontal ou pas. Donc en fait, est-ce que Rumiko Takahashi a inventé le harem? Oui, dans le sens où il n'y a pas de harem à proprement parler avant Urusei Yatsura. C'est un genre qui n'existe pas, en fait, simplement. Et non dans le sens où Tenchi Muyo en 92, c'est pour ça que je le nomme, semble être l'accélérateur de ce genre-là, parce que les harems, ça va se multiplier dans les années 90. Après, comme je le relevais sur ma vidéo sur les waifus, il y a eu un mouvement d'accélérateur en 88 à cause de la chute économique. Et donc ça peut expliquer pourquoi, entre 88, grosso modo, voilà, un peu à l'annonciation de la chute économique du Japon en 88, donc c'est-à-dire deuxième partie des années 81, c'est là où on va commencer à avoir beaucoup de harem, beaucoup de ecchi, beaucoup de hentai, c'est là, à ce moment-là, où ces genres vont percer et vont être beaucoup plus populaires dans un espèce de basculement social et ce qu'on appelle aussi au Japon et à peu près dans le monde entier la dépression des années 90, où l'humanité semble être rentrée dans une période un peu plus sombre, en tout cas dans ses arts et dans sa façon de communiquer les choses, ose artistiquement, si vous regardez les films, les animés, ou peu importe de quel pays des années 90, vous observez vraiment quelque chose de beaucoup plus noir, beaucoup plus obscur à cette période-là. Et donc, c'est à ce moment-là que le harem explose, avec du coup Tenchi Muyo qui remet un coup de dynamisme. Donc, je dirais que ce serait plus juste de considérer Takahashi comme l'initiatrice de la philosophie du harem, donc dire c'est comme ça qu'on réfléchit le harem, mais c'est pas elle qui a inventé l'exemple plutôt extrême qu'on retrouvera dans des animés beaucoup plus chauds, on va dire, dans les ecchi, ou même des fois carrément dans des hentai. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais qui reste dans Japanimpedia, vous a plu. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.